Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je te propose de réaliser avec moi un projet pratique d'analytic engineering avec PostgreSQL, DBT et Streamlit. Dans ce projet, nous allons jouer le rôle d'un analytic engineer qui a été recruté dans une petite entreprise de vente de gaufres. En anglais, on parle de Stroop Waffle Shop. Les données arrivent sous forme de fichiers CSV fournis par des équipes opérationnelles. Notre mission sera de centraliser ces données dans PostgreSQL, de les transformer avec des BT Core, de produire un schéma en étoile simple, ce qu'on appelle un star schema, et d'exposer des indicateurs dans un dashboard Streamlit. Donc, il s'agit d'un projet end-to-end, un projet de A à Z, comme j'aime bien les appeler, qui te permettra vraiment de comprendre le flux ou bien le workflow réel d'un projet d'analytic engineering en entreprise. L'architecture globale de ce projet est très simple. Il est composé de 3 briques open source principales. PostgreSQL ici qui joue le rôle de data warehouse. En entreprise, tu peux rencontrer des data warehouses comme BigQuery, Snowflake, mais j'ai choisi ici PostgreSQL qui est open source déjà, donc tu n'as rien à payer pour l'avoir. Il suffit juste de l'installer dans ton ordinateur afin que tout le monde puisse vraiment réaliser ce projet avec moi. Mais si tu comprends l'idée ici, tu pourras vraiment travailler dans n'importe quel environnement. Il suffit de te documenter un peu sur les outils que tu utilises, c'est tout. L'essentiel, c'est de comprendre la méthodologie. Et c'est cette méthodologie-là que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc, je disais tantôt PostgreSQL qui sera la base locale utilisée comme data warehouse, DBT Core qui sera l'outil de transformation basé sur du SQL qui nous permettra de construire des modèles de données, donc de faire de la data modeling et de produire justement ce schéma en étoile. Et enfin, il y a la couche dashboard que nous allons réaliser avec Streamlit, qui sera une interface analytique locale pour les KPI et les visualisations. En entreprise, au lieu d'utiliser Streamlit, tu peux rencontrer Power BI, tu peux rencontrer Tableau, tu peux rencontrer Looker Studio, mais le principe est le même. Et aussi, également en entreprise, au lieu d'utiliser DBT Core, tu peux être amené à utiliser DBT Cloud. Mais le principe est le même. Si tu comprends DBT Core, tu pourras travailler dans DBT Cloud. Il n'y a aucun problème à cela. Donc voilà ce que je te propose euh, pour cette euh, pour cette formation, je veux dire, pour ce projet pratique. Le répertoire du projet est totalement public, c'est en open source. Je te mets le lien en description de la vidéo, donc tu peux aller dans le répertoire, déjà le cloner en local si tu veux, ou bien venir puiser les codes au fur et à mesure qu'on évolue. Comme ça, on ira très vite. On va pas s'attarder sur le code, mais plutôt sur la compréhension de la méthodologie, du process. Une fois que tu as compris ça, tu peux refaire le projet toi-même à ta sauce et utiliser d'autres outils. Au lieu d'utiliser par exemple PostgreSQL, tu peux utiliser Snowflake. Au lieu d'utiliser DBT Core, tu peux utiliser DBT Cloud. Au lieu d'utiliser Streamlit, tu peux utiliser Power BI ou Tableau par exemple. Donc, je te montre déjà les étapes ici. Je t'explique comment ça se passe et après, je t'invite toi-même à refaire le projet à ta sauce. Donc, sans plus tarder, passons maintenant à la configuration de notre environnement de travail. J'ai déjà commencé par le faire pour ne pas perdre le temps. Dans mon ordinateur, j'ai créé un dossier que j'ai nommé projet DBT Postgres Streamlit. Tu peux l'appeler comme tu veux, ça ne gêne pas. Et dans ce dossier, j'ai le dossier data qui comporte les fichiers CSV que nous allons utiliser. Donc, ces fichiers CSV, tu peux les retrouver ici dans le répertoire GitHub du projet. Ce sont les mêmes fichiers CSV. Donc, tu vois, c'est le dossier data que tu dois récupérer. Et il y a maintenant le dossier script. Dans ce dossier script, il y a un script Python qui nous permettra de charger les données de nos fichiers CSV dans une base Postgres. Et ça, j'avoue que ce n'est pas vraiment le travail d'un data analyst ou bien d'un analytic engineer. Mais ici, vu que j'ai envie que le projet soit vraiment complet, on fera aussi la phase d'ingestion. On ne va pas trop s'adapter là-dessus, on va juste exécuter ce script, mais pour que tu gardes en esprit quand même l'étape d'ingestion des données. Et ensuite, j'ai le document qui comporte les différentes bibliothèques que nous allons utiliser dans le projet, à savoir DBT Postgres, Streamlit, Python.env, SQL Alchemy et Plotly Express pour la visualisation des données. Donc, voici ce que j'ai en local. Je t'invite à avoir le même dossier en local que moi. Une fois que j'ai ça, j'ouvre maintenant le terminal dans ce dossier. J'ouvre le terminal. J'ai créé et activé un environnement virtuel Python. Je t'invite à le faire aussi pour séparer les projets Python dans ton ordinateur.
Et ça, si tu suis ma chaîne, il y a une vidéo qui te montre comment configurer ton environnement de travail VS Code, Python, Git et GitHub. D'accord? Une fois que l'environnement de travail est activé, j'ouvre VS Code dans cet environnement. Donc là, je suis dans VS Code. Voilà. Moi, j'ai quand même un fichier Git ignore, donc où j'ai mis le contenu standard que tu peux avoir dans un fichier Git ignore, le contenu d'un projet Python. D'accord? Le contenu du Git ignore d'un projet Python. Donc ça, tu peux le retrouver également dans le répertoire. Ici, tu as Git ignore. Voilà. Tu peux juste le copier, le coller, tout simplement. Donc, j'ai le Git ignore. Je vais quand même donc initialiser un répertoire Git pour traquer en fait mes modifications. Donc, il suffit de faire un git init. Voilà, je vais faire un git init. Comme ça, je pourrai traquer mes différentes modifications. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer maintenant un fichier .env. Je crée mon fichier .env. Et ce fichier, en fait, va contenir les paramètres de connexion de mon script Python à ma base de données. D'accord? Parce que l'objectif est d'ingérer tous ces fichiers CSV dans des tables PostgreSQL. Pour cela, j'ai besoin d'un script Python. Et ce script Python a besoin d'avoir mes paramètres de connexion pour pouvoir se connecter à PostgreSQL et charger les données. Et donc, je te propose les variables d'environnement que tu dois avoir dans le fichier .env. Et je tiens à préciser qu'en aucun cas, tu ne dois envoyer ce fichier-là dans GitHub. D'accord? Parce que si tu l'envoies, tout le monde va connaître ton mot de passe. Bon, ici, voilà, vous voyez mon mot de passe. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais j'ai mon Postgres en local. Et voilà. Donc, mais déjà, ce n'est pas une bonne pratique d'écrire ça. Mais pour les besoins de ce projet, j'ai voulu que ça soit simple. Le host, je travaille en local, donc c'est localhost. Et le port, c'est 5432. Donc, PostgreSQL, il s'installe sur le port 5432. En tout cas, quand tu as installé PostgreSQL dans ton ordinateur, si tu as suivi les paramètres par défaut, c'est 5432. Le DB user, c'est Postgres. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que tu as renseigné lorsque tu installais PostgreSQL dans ton ordinateur. Donc ça, tu mets ces variables d'environnement-là, tu les définis dans le fichier .env. Et vous voyez, à cause de mon git ignore, ce fichier-là ne sera jamais traqué par Git. Donc, vous voyez, il n'est pas du tout traqué par Git. Voilà. Donc, ça, ce sont mes variables d'environnement. Maintenant, on va créer le script d'ingestion des données. Donc, je te propose le script directement. Voilà. C'est ce script que nous allons utiliser. Il est également dans le répertoire du projet. Donc, regarde ici, dans dossier script, tu as le fichier load data, tu le copies tout simplement et tu le mets là, dans le script Python load data.py. Avant de le faire, je vais quand même installer les dépendances. Donc, je fais pipe install-r requirement txt. Cette commande va m'installer tous les packages qui sont renseignés dans le fichier requirement txt, à savoir dbt, Postgres, Streamlit, Python.env, SQL Alchemy et Plotly Express. Donc, on a besoin vraiment de 5 gros packages. Donc, ça, c'est 5 grosses bibliothèques que nous allons installer pour faire le travail. Pendant que ça s'installe, donc, je vais dans pgadmin 4. pgadmin 4, c'est un logiciel qui te permet d'interagir avec tes bases PostgreSQL en local ou même dans le cloud, hein, c'est possible également. Voilà, au lieu d'écrire des commandes PLSQL, tu peux tout simplement utiliser Postgres et pgadmin 4. Comme ça, tu as une interface graphique conviviale. Je t'invite aussi à l'installer, voilà, même si ce n'est pas obligatoire pour ce projet, mais quand même, je t'invite à l'installer pour ta meilleure compréhension. Donc, tu vas dans Google, tu tapes pgadmin 4 et tu le télécharges tout simplement. C'est très simple à faire. Donc, moi, je vais quand même supprimer une base pour ne pas faire des doublons. Donc, je vais supprimer cette base parce qu'on va la recréer. Donc, je fais tout simplement drop. Voilà, OK. Qu'est-ce qu'il me dit? Attendez. Donc, je fais un drop.
Voilà, donc j'ai supprimé la base puisqu'on va la recréer ensemble. Comme ça, tu verras exactement ce que je fais. Je reviens pour voir. Donc, tout est déinstallé, c'est bon. Je reviens dans VS Code et je vais dans le script load data. Dans ce script load data, il faut que je spécifie quelque chose. Bon, soit tu le laisses tel qu'il est, donc tu auras la base trop waffle shop underscore db. Mais moi, j'ai déjà une base de données qui s'appelle exactement comme ça. D'accord, tu vois? Donc, je ne vais pas recréer ça. Donc, je vais mettre renseigner un autre nom. Je vais tout simplement effacer le underscore db. Voilà. Tu n'es pas obligé de faire ça. D'accord? L'essentiel, c'est de ne pas renseigner le nom d'une base que tu as déjà au niveau de pgadmin 4. Donc, voilà, tout est prêt. Je t'explique globalement ce que fait ce script. Ce script, c'est un script Python d'ingestion de données à partir de fichiers CSV vers une base de données PostgreSQL en local. Et donc, ce script va charger les données dans la base, va créer la base si elle n'existe pas. Donc, tu vois, actuellement, je n'ai pas du tout cette base dans mon système. Elle va créer le schema qui va accueillir cette base. Donc, en entreprise, souvent, dans un même département, tu peux avoir plusieurs schémas de données dans la base. Donc, pour que chaque service ait son schéma, pour que les choses ne se mélangent pas. Ici, nous allons charger les données dans un schéma que j'ai appelé raw. Raw, c'est pour dire brut, données brutes. Donc, raw data. Donc, les fichiers CSV là seront chargés de manière brute dans ce schéma de données. Et après, tout ce que nous allons faire à partir de DBT sera chargé dans un autre schéma. Et ça, c'est une bonne pratique. Tu as tes données brutes et tu as les résultats que produit DBT. Donc, ça, ces résultats-là, il faut que tu les aies dans un schéma à part. Et donc, pareil, si ce schéma n'est pas encore créé, il va le créer, le script va le créer. Et c'est tout. Donc, ce script Python, tu peux le réutiliser dans d'autres projets où tu veux charger des fichiers CSV dans une base. Il suffit de réajuster, quoi, tout simplement. Donc, je vais dans mon terminal. Je vais dans mon terminal et je vais exécuter le script Python qui est dans le dossier script. Dans Python 3 script load data.py. Je l'exécute. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il me crée la base et commence par me charger les données dans les tables. Donc, il crée les tables, il charge les données des fichiers CSV à chaque fois. Donc, vous voyez, table row employé chargé avec 10 lignes, table row produit chargé avec 3 lignes, etc., etc. Donc là, charger les données des 6 fichiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il dit chargement terminé et après, base cible, struct waffle shop, schéma prêt row. Donc, tout c'est exécuté avec succès. On va quand même vérifier. Donc, pour vérifier, c'est là que je te disais que ce serait quand même bien que tu aies pgadmin 4. Comme ça, tu pourras vérifier comme moi. Donc, je vais tout simplement refresh, donc réactualiser. Et tu vois automatiquement que l'apparition de la base Trop Waffle Shop a été créée. Cette base a été créée. Et maintenant, je vois, donc je vais vérifier les schémas. Donc, par défaut, quand on crée une base dans PostgreSQL, il y a un schéma, par défaut, c'est le schéma public. Nous n'allons pas utiliser, nous n'allons pas du tout travailler dans ce schéma. Et donc, tu vois que le schéma row a été créé. Donc, quand je clique sur row, je vais voir les tables. Quelles sont les tables qui ont été créées? Donc, il y a la table Employees, Product, Promotion, Sales, Sales Line, Shift. Donc, les 6 tables sont bel et bien là. Je vais quand même requêter une table pour voir effectivement est-ce qu'il y a des données. Donc, je fais Query Tool. Et je vais taper par exemple Select from Employees. Et j'exécute. Attention. Ah, oui, j'ai oublié de mettre le schema. Donc, from row employé. Donc c'est select from schema point le nom de la table. OK? Donc, tu vois que j'ai bel et bien ma table employees. Je peux essayer avec la table product, par exemple. Et voilà. Donc, j'ai la table product aussi. Voilà. Donc, l'ingestion des données est faite avec succès. J'ai mes données brutes qui sont dans PostgreSQL. Rapidement, je te fais un aperçu bref des données. Donc, employé, c'est la table des employés. Tout simplement, tu as des variables comme l'ID, donc l'identifiant unique de l'employé.
tu as le nom, le prénom, le nom de famille, le numéro de contact, d'accord, donc son numéro de téléphone, sa date de naissance. Hire date, c'est la date euh, à laquelle l'employé a été recruté. Hourly rate, c'est son taux horaire, c'est son salaire qui est donné ici en taux horaire. Ça peut être du dollar, ça peut être euro, etc. Product CSV, voilà, tu as ID, product name, unit cost, unit price, etc. Par exemple, sales line, ce sont les transactions. Donc, tu sais, une boutique, voilà, c'est plusieurs transactions par jour, par exemple. Voilà, tu as les transactions. Et donc, nous devons modéliser maintenant les données afin de produire un tableau de bord. Ça, c'est notre objectif en tant qu'analytique ingénieur. Et pour cela, nous allons nous aider de DBT, qui est un outil formidable qui nous permet de transformer les données, de versionner notre code, de produire même de la documentation et de pouvoir faire tout cela de manière reproductible. Donc, tout ce qu'on vient de faire, c'est la phase de configuration de l'environnement de travail et la phase d'ingestion des données dans PostgreSQL. J'ai tenu à faire cette phase alors que en entreprise, si tu es recruté en tant que data analyst ou analytic engineer ou business analyst, ce n'est pas forcément à toi de faire la phase d'ingestion des données dans le data warehouse. Mais ici, nous l'avons quand même fait afin que tu aies toujours cette phase-là en tête au cas où tu arrives dans une structure où tu dois réaliser un projet et c'est toi-même qui dois faire le pipeline d'ingestion pour ramener les données dans le data warehouse. Comme ça, tu sais à peu près comment ça peut se faire. Donc, cela, ça dépend de la vraie situation en entreprise. En entreprise, ça peut ne pas être des fichiers CSV, ça peut être le CRM de l'entreprise, ça peut être des applications métiers. Voilà. L'idée, c'est que tu poses des questions, que tu saches comment est-ce que tu dois aller chercher les données, que tu aies les accès et tu vas écrire les scripts Python ou autres qu'il faut pour que tu puisses ingérer les données dans le data warehouse. Maintenant, place à la partie modélisation des données avec DBT Core. La première étape de ce projet a consisté à charger les fichiers CSV dans une base PostgreSQL sans faire de calcul complexe. C'était tout simplement du chargement de données brutes. Et nous avons créé le schéma RAW qui sert maintenant de zone d'atterrissage. Le projet contient 6 datasets, donc on a également 6 tables qui ont été créées, la table des employés, des produits, des promotions, etc. Et également la table des shifts. Les shifts, un shift, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, en entreprise, il y a des personnes qui travaillent du matin. Donc, ils peuvent travailler très tôt le matin, par exemple de 5 heures à midi, je ne sais pas. Il y a des personnes qui travaillent l'après-midi, ça peut être de 13 heures à 20 heures. Il y a des personnes qui travaillent de nuit, ça peut être de 20 heures à 6 heures du matin. Donc, c'est ce qu'on appelle les shifts. OK? Donc, chaque employé a son shift quotidien. Maintenant, l'ingestion, nous l'avons fait avec un script Python, tout simplement. Bon, j'ai exécuté, tout a fonctionné. J'espère que tout a aussi fonctionné de ton côté. Si tu as rencontré de problèmes, dis-le-moi en commentaire et je vais essayer de décanter la situation. Maintenant, nous sommes dans la phase la plus intéressante de ce projet, c'est-à-dire la phase de modélisation des données avec DBT. DBT, en fait, permet d'organiser les transformations avec du SQL par couche logique. Et c'est un outil très formidable et un incontournable aussi pour un analytic engineer. J'ai déjà réalisé une vidéo sur qu'est-ce qu'un analytic engineer. Je te mets le lien en description et en commentaire épinglé aussi si tu veux comprendre en profondeur ce rôle. Maintenant, dans DBT, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Nous aurons deux types de modèles. Il y a les modèles de la couche staging. D'accord? La couche staging, en fait, c'est la couche de zone de transition qui prépare les données brutes pour la phase analytique. OK? Donc ici, on fait de légers transformations, nettoyage, vraiment léger. Donc, par exemple, ça peut être le renommage des colonnes, ça peut être le fait de le casse des types. Donc, tu peux, par exemple, si ID est en format test, tu peux le remettre en format numérique, integer par exemple, la standardisation des noms, la création de colonnes utiles. Par exemple, tu peux créer une colonne full name qui fait la concaténation entre le prénom et le nom de famille. Ok, ça peut être vraiment des transformations, de légères transformations comme ça. Et tu as maintenant la couche Mart qui représente la couche métier qui soit directement consommable par les outils de business intelligence comme Tableau ou Power BI. Donc, nous allons créer, par exemple, les dimensions employés, product, promotion, shift et la table de fait qui sera sales.
Donc ici, le grain, c'est la ligne de ticket. C'est un choix important car il permet de répondre à des questions analytiques détaillées comme quels produits sont les plus vendus, quelles promotions génèrent du chiffre d'affaires, quel employé réalise plus de ventes, etc., etc. Donc voilà en gros ce que nous allons réaliser. Et le schéma en étoile, en fait, va nous permettre de facilement travailler dans un outil comme Power BI. Bien que dans ce projet, nous allons travailler dans un dashboard, dans une application Streamlit, mais tu peux refaire le même projet en utilisant plutôt Power BI, qui est quand même un outil beaucoup plus professionnel pour construire des dashboards en entreprise. Donc, sans plus tarder, nous revenons dans notre environnement de travail VS Code. Ce que je vais faire, je vais tout simplement ouvrir un terminal ici pour ne pas changer d'écran. Comme ça ne va pas vous perturber. Et donc, la première chose, c'est d'initier plutôt un projet DBT. Donc ça se fait avec la commande dbt init. Dans dbt init, j'ajoute le nom de mon projet. Moi, je vais l'appeler tout simplement Stroop Waffle Shop underscore dbt. Donc, vous pouvez l'appeler pareil, mais c'est tout simplement un nom qu'il faut donner à votre projet DBT. Donc, dbt init, Stroop, attention, j'ai mal écrit, Stroop Waffle Shop underscore dbt, je vais l'appeler comme ça. Voilà, donc dbt init Stroop Waffle Shop dbt, je valide. Et il va me créer le projet de manière standardisée. D'accord? Il va me créer le projet de manière standardisée. Maintenant, il y a des choses qu'il va vous demander. Il dit, le projet already exist. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que vous créez un projet DBT, il crée dans votre ordinateur un fichier profile YAML. D'accord? Et là, il me dit que le profil existe déjà. Est-ce que je veux le réécrire? Moi, je vais dire oui, tout simplement. Mais il est très probable que dans votre ordinateur, vous n'ayez pas encore le projet. Peut-être j'avais réalisé ce même projet avant d'enregistrer cette vidéo. Et du coup, c'est sûr que j'avais donné le même nom. Donc, je vais tout simplement dire yes. Donc, je mets Y. Ça, c'est très sûr. Je suis à 90% certain que vous n'aurez pas ça dans votre ordinateur. Et c'est tant mieux. Maintenant, il dit de choisir une base. Non, la seule possibilité d'ailleurs qu'il me propose, c'est Postgres parce que c'est la seule base qu'il a trouvée. Donc, je fais 1 parce que, regardez, 1, Postgres. Donc, j'ai renseigné 1 pour dire que je choisis Postgres et je valide avec la touche Enter. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Attention, faites la même chose que moi. Le host, c'est le hostname. Donc, le hostname pour PostgreSQL, c'est localhost. Donc, en localhost. Par exemple, si vous utilisez un PostgreSQL distant, par exemple, que vous avez hébergé dans le cloud, il faudra mettre l'adresse ici, certainement. Voilà. Donc ici, c'est en local, donc je mets localhost. Le port, c'est 5432. Le username, c'est Postgres. Le mot de passe, je vais écrire le mot de passe. Donc, ça ne va pas s'afficher. Donc, vous faites attention pour bien renseigner les choses comme c'est dans le terminal. Et je valide. Maintenant, dbname, donc la base de données par défaut dans laquelle je travaille, c'est Stroop. Attention, Stroop. Est-ce que c'est 2P même? Voilà, Stroop, c'est 2O, un seul P. Attention. Stroop Waffle Shop. OK. C'est cette base de données-là. C'est avec ça que je travaille. Donc, je l'ai renseigné ici. Je vérifie Stroop Waffle Shop. D'accord. Je valide. Le schéma. Donc, ici, attention, ce n'est pas le schéma des données boot. C'est le schéma dans lequel DBT va déverser tous les objets que vous allez construire par lui. Donc, tout ce que nous allons faire avec DBT sera déversé dans un schéma de données. Et ce schéma ne sera pas le schéma de données boot. Le schéma de données boot, on n'y touche plus. OK? Et d'ailleurs, en entreprise, vous n'aurez pas un accès en écriture dans la base. Vous aurez uniquement un accès en lecture. Donc, ici, je vais renseigner un autre schéma plutôt. Donc, je vais mettre plutôt, par exemple, analytique.
analytique. Donc, je mets analytique avec S comme ceci ou sans S, peu importe. Donc, je mets analytique avec S, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais faire avec DBT va se déverser dans ce schéma analytique. OK? Et je valide. Et dernière chose qui va me demander thread, un or more. Ici, si je mets 4 par exemple, ça voudra dire que DBT pourra traiter 4 modèles en parallèle. Si je mets un, ça veut dire que ce soit un traitement séquentiel, l'un après l'autre. Donc, j'ai confiance en mon ordinateur, il est quand même relativement assez performant, donc je peux traiter 4 modèles en parallèle, donc je mets 4. Si vous avez un ordinateur très très puissant, vous pouvez même mettre 8. Donc ça dépend de la capacité de votre machine, de la capacité de la mémoire RAM et du projet aussi sur lequel vous êtes en train de travailler. Ici, on travaille sur des données relativement peu volumineuses, très peu volumineuses d'ailleurs. Donc, je peux mettre 4 en toute sécurité. Donc, je mets 4. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce profil-là. Il a créé ce profil YAML. Donc, je peux l'ouvrir, par exemple, vous allez voir. Ce profil a été créé. Donc, j'ai fait CTRL et j'ai cliqué. Et il reprend exactement les paramètres de connexion que j'ai spécifiés. Donc, DBT, à chaque fois, va venir chercher dans ces paramètres-là pour écrire les données dans ma base. Les résultats de modélisation de données dans ma base PostgreSQL. Voilà. Donc, c'est à ça que sert ce fichier-là. Donc, je vérifie tout simplement que tout est OK. Donc, vous voyez, j'ai dbname, scope, waffle shop, host, localhost, password, 5432, schéma analytique, etc., etc. Donc, ce schéma-là n'existe pas encore dans ma base. Donc, ça sera créé une fois que je vais exécuter la commande dbt run pour la première fois. Donc, si hier, je me suis trompé, si par exemple, je m'étais trompé de mot de passe, c'est ici que je peux corriger. C'est au niveau de ce fichier-là que je peux corriger. Si je me suis trompé du port, c'est ici que je peux corriger. D'accord? Donc, voilà, il va vous afficher ce message plutôt, vous faites CTRL, vous cliquez et il vous ouvre le fichier dans VS Code et vous pouvez le modifier. Ici, la target, c'est dev. Donc, je suis en environnement dev pour DBT. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Bon, je peux effacer la console. Une fois que j'ai configuré mon projet DBT, donc vous voyez, donc j'ai mon projet DBT, on va vite passer là-dessus. Tout ce qui nous intéresse ici, dans le cadre de ce projet, c'est le dossier modèle. Les autres, on va pas trop s'intéresser à ça. Sachant que j'ai une formation complète sur DBT sur cette chaîne YouTube, je vous invite à aller la regarder pour comprendre plusieurs choses que je vais pas dire plus tôt dans cette vidéo. OK? Donc, mais retenez tout simplement que vraiment, ce qui va nous intéresser ici, c'est le dossier modèle. Je peux fermer le profil, j'en ai plus besoin. C'est le dossier modèle. Donc, dans ce dossier, par défaut, il m'a créé 2 modèles SQL. Donc, je vais tout simplement les supprimer. Donc, je vais les supprimer. Donc, je vais même directement les supprimer ici. Donc, ici, dans mon dossier DBT, je vais dans modèle et je supprime le dossier exemple. Donc, ça, il a créé par défaut. Moi, je ne vais pas utiliser ces modèles-là. Donc, je les supprime. Voilà. Donc, je reviens ici. Vous voyez, le dossier modèle, il est vide maintenant. Donc, moi, je vais créer maintenant mes modèles. La première chose pour s'assurer que tout fonctionne bien, vraiment, exécuter la commande dbt debug. Je vais exécuter cette commande. Et si tout se passe bien, tout sera ouvert. Mais s'il y a un problème, il va me dire qu'il y a un problème. Il me dit quoi? Projet fail to the following reason. dbt project YAML. Ah oui. Autant pour moi. Je devais aller dans le dossier en fait du projet DBT. Donc là, je suis à la racine de mon projet, de mon répertoire de travail, mais il faut que j'aille dans le répertoire, dans le sous-dossier Stroop Waffle Shop DBT. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais juste copier ça. Paste underscore DBT. Je vais dedans et je tape DBT. Et d'ailleurs, avant d'exécuter ça, vu que j'ai supprimé les dossiers modèles là, le dossier exemple. Donc ici, je vais tout simplement l'effacer. Hein. Voilà. Je vais l'effacer aussi. Ça ne gêne pas un pour DBT debug, mais voilà, je préfère l'effacer comme ça. Je sais que je n'ai plus rien à voir avec ce dossier exemple qui a été créé par défaut par DBT. Donc, j'exécute DBT debug pour vérifier que tout fonctionne bien.
Très bien. Vous voyez, je dis all check pass. Donc, tout fonctionne bien. DBT arrive à se connecter à ma base qui joue ici le rôle de data warehouse. Donc, ça veut dire que la connexion est établie. DBT maintenant pourra écrire, créer des tables dans ma base. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, revenons dans PGAdmin 4. Vous allez voir. Je vais faire un petit refresh. Voilà. Donc, dans ma base, jusque-là, j'ai uniquement deux schémas. Donc, le schéma par défaut public et le schéma raw. Je n'ai encore créé aucun modèle. C'est pour ça que le schéma analytique n'a pas encore été créé. Ça va être créé tout de suite. Vous allez voir. Voilà. Donc, on s'est rassuré avec DBT Debug que la connexion se passe très bien. J'espère qu'à votre niveau aussi, tout est vert. All check passed. Sinon, vous aurez des problèmes pour la suite. Donc, ça, c'est très important à vérifier. Dites-moi en commentaire si vous avez rencontré un problème. Décrivez le problème. On va essayer peut-être de le résoudre ensemble. Maintenant, je vais créer mon premier modèle. Et là, je commence par la couche staging. Rappelez-vous, c'est quoi la couche staging? En fait, la couche staging prépare les données brutes pour l'analyse. Et je vais vous montrer vraiment comment on travaille avec DBT. Donc, dans modèle, je vais créer un dossier que je vais appeler staging. Et dans ce dossier, la première chose que je vais créer, c'est un fichier que j'appelle staging YAML. Mais avant d'arriver à ce fichier staging YAML, dans le dossier modèle même, je vais créer un fichier source.yaml. En fait, dans ce dossier source YAML, en fait, je vais configurer mes sources. Je vais configurer mes sources. C'est tout simplement pour dire à DBT, mes données brutes sont ici. C'est ça que je veux dire à DBT. Que voilà, dans source YAML, en fait, source YAML qui est dans le dossier modèle, je vous montre. Regardez, vous avez un modèle, vous avez directement source YAML, après vous avez staging. On ne s'occupe pas de staging pour l'instant, on s'occupe de source YAML. Source YAML, en fait, c'est le fichier YAML qui va définir les données brutes, là où le chemin des données brutes, parce qu'on a besoin d'indiquer où se trouvent les données brutes. Donc, je copie tout simplement à partir du répertoire pour avancer très vite. Donc, ici, j'ai mis version 2, voilà, source, j'ai nommé ça raw, et description, table brute chargée depuis les CSV dans PostgreSQL. Donc, vous mettez une petite description parce que après, tout ce que vous mettez comme description va entrer en ligne de compte dans la documentation du projet. Donc, je vous invite vraiment à bien documenter les choses. Donc, j'ai mis description de ma source. Le schéma, c'est raw, les tables, et je cite toutes les tables que je vais utiliser. Donc, la table employés, je mets une description référentielle brut des employés. La table produite, je mets une description catalogue brut des produits, etc. Donc, j'ai fait ça pour toutes mes tables. Je fais CTRL S. D'accord. Je peux faire DBT debug encore si je veux, mais voilà, je n'ai encore rien fait. Donc, je ne vais plus le refaire. Maintenant, je passe maintenant au premier modèle. Donc, dans staging aussi, je vais définir des choses. Donc, dans staging YAML, on va aller pas à pas. Ça aussi, c'est un fichier YAML. Je vais créer mon premier modèle. Mon premier modèle que je vais nommer tout simplement staging employees. Donc, je vais m'occuper de la table employees. OK? Donc, je commence déjà par renseigner la version, le modèle, name ici, stage employees, description, nettoyage et standardisation des employés. C'est ce que je vais faire. Donc, je le mets déjà là. Et dans le dossier staging, je vais encore créer un fichier que je vais appeler stage employees. .sql. Dans DBT, les modèles sont des fichiers SQL et ça va correspondre à des tables en base. Voilà. Donc, stage employé SQL. Maintenant, je reviens dans PGAdmin 4 et là, vraiment, je vous invite à le télécharger. Qu'est-ce que je veux faire concernant la table employé? On a dit que la couche staging, les modèles staging, en fait, vont contenir de légères transformations, de légers nettoyages de données. Vraiment léger. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que je remarque déjà dans ma table? Je remarque que
toutes les données sont en format test. Toutes les données. Donc là, ça m'indique que je dois faire des transformations de type de données. Donc, ID, par exemple, normalement, il doit être numérique. Name, c'est bon, c'est du test. Mais attention, il ne faut pas que j'ai des espaces partout. Last name, c'est du test aussi. Il faut que j'enlève les espaces qui peuvent être avant ou après le nom. Ça peut être peut-être des gens qui ont, voilà, chacun a sa façon d'écrire. Donc, il faut vraiment supprimer ces espaces-là. Parce qu'après, ça peut créer des problèmes. Contact number aussi, c'est du test. Date of birth, donc l'année de naissance, la date de naissance. Donc, normalement, ça doit être une date et c'est mis en format test. Donc, ça m'indique déjà les transformations que je peux faire déjà. Et aussi, je peux, quelle transformation aussi, donc j'ai parlé de changer les types là, de données, de nettoyer les espaces au niveau des données textuelles, comme en name, last name et contact number aussi. Et également de mettre les dates en format date vraiment. Pour que si je trace un graphique, par exemple, une courbe d'évolution dans le temps, d'un paramètre dans le temps, il faut que ça puisse être traité, Streamlit puisse le traiter comme une variable de temps et non une variable de test. Donc, c'est tout ce que je vais faire. ID, je peux, au lieu de mettre ID, c'est trop vague, je peux mettre employé ID pour être précis. Donc, vraiment, pour la zone de staging, c'est vraiment des transformations légères. Donc, je vais juste copier ça. Donc, au niveau de mon data warehouse, de ma base, d'accord, puisque je peux écrire du SQL, que ce soit dans Snowflake, dans PostgreSQL, je peux écrire du SQL. Donc, j'écris mon SQL, en fait, pour vérifier mon code. Donc, j'écris mon truc. Donc, ici, j'ai mis class ID as integer. Donc, je l'ai mis en tant qu'integer et j'ai changé le nom. J'ai mis employé ID. Trim ici. Trim, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime les espaces qu'il y a avant et après la chaîne de caractères. Donc, vous voyez, ça, c'est des transformations légères. C'est juste des transformations de type de données. J'exécute et je vérifie le résultat. Est-ce que ça correspond à ce que je veux? Si ça correspond à ce que je veux, là, je sais que je peux l'amener dans DBT. Et vous allez voir la magie de DBT opérer. Donc, je copie tout simplement ce code. Je viens dans VS Code et je suis là. Voilà. Mais ici, je ne vais pas écrire from row employees. Je ne vais pas écrire from row employees. Vu que j'ai déjà spécifié ma source de données, je vais tout simplement utiliser une manière d'écrire dans DBT. Voilà. Je vais tout simplement écrire comme ceci. From source row employee. Ça veut dire quoi? Ma source, la row, c'est ça. Donc, regardez, dans source YAML, row, c'est dans le schema row. J'ai défini ça dans source YAML déjà. Donc, je peux écrire ça comme ceci. OK? Ici, si j'avais écrit, par exemple, row data, d'accord, comme nom, ici, j'aurais dû écrire aussi row data. OK? Donc, mais ici, j'ai écrit tout simplement row. Ne pas confondre avec le row du schema. Voilà, c'est vrai que c'est la même chose, mais c'est différent. Ça, c'est le nom de la source, d'accord? Et ça, c'est le schema dans DBT. Je fais CTRL S. Et ici, employees, c'est la table. C'est la table employees. D'accord? Donc, j'ai spécifié les tables ici. Donc, ici, au lieu d'écrire comme dans PGAdmin 4, j'écris en convention DBT. OK? Voilà. Donc, je fais CTRL S. Et voilà. Je l'avais déjà testé dans PGAdmin 4 et j'ai vu que mon code fonctionne. Donc, pas de problème à ce niveau. Ça, c'est mon premier modèle. Mais je ne l'ai pas encore exécuté. Le modèle, en fait, il doit créer un objet dans ma base. Ça peut être une table, ça peut être une vue. Mais non, il faut que je définisse bien les choses. La couche staging, en fait, vous voyez, je reprends pratiquement la table. Je reprends pratiquement la table avec de légères modifications. Donc, il serait, si je crée ça comme une table physique, ça va être vraiment, ça va occuper de l'espace dans la base. Imaginez en entreprise, vous avez une base de 1 million d'employés. Donc, ça, c'est une couche staging. Elle sert plutôt à aller vers la couche Mart. Donc, ce n'est pas cette couche-là qui est exposée dans les outils Business Intelligence. Donc, ça ne sert à rien de gaspiller de l'espace
au niveau de la base de données pour rien, puisque cette couche, en fait, sert de transition pour pouvoir bien écrire facilement les autres couches supérieures dans la couche Mars, d'accord, qui, elle, est exposée aux outils de business intelligence. Donc, la pratique, la bonne pratique est de souvent écrire les couches, les modèles staging en vue SQL au lieu de table SQL, de les matérialiser sous forme de vue SQL au lieu de table SQL. Et ça, je peux le définir dans DBT, tout simplement. Donc, je vais dans euh, projet, ou DBT projet YAML. Je vais le définir quelque part ici. Je vais dire staging. Staging, il faut me le faire en... donc, il me propose donc, mais je pense qu'il y a un plus qu'il faut mettre ici. Il faut me le mettre plutôt en view. Donc, tous les modèles qui seront dans la couche staging doivent être écrits en fait sous forme de vue SQL et non de table physique. D'accord? Donc, vous mettez dans modèle, vous avez votre projet DBT. Ça, c'était là. Staging, maintenant, je mets plus Materialize View. OK? Je fais CTRL S. Donc, tous les modèles que je vais créer dans la couche staging seront matérialisés en tant que vue SQL. Donc, j'ai défini. Maintenant, je viens finir maintenant la partie staging YAML. Donc, qu'est-ce que je peux écrire encore dans le staging YAML? Je vais vous montrer rapidement, comme ça on va vite. Je vais définir des tests maintenant. Je vais définir certains tests. Donc, pour cette table ou bien pour cette vue que je m'apprête à créer, quel test je peux opérer? OK? Je peux, par exemple, attention, la colonne la colonne employé ID. Donc, je reviens dans PGAdmin 4. La colonne employé ID identifie chaque employé de la table. Donc, elle doit déjà ne pas contenir de valeurs manquantes et aussi, les valeurs doivent être uniques. Donc, ça, c'est déjà un premier test que je peux écrire au niveau du staging YAML. Aussi, au niveau du nom, donc que ce soit le first name, le last name, je ne veux pas avoir de valeurs manquantes. Donc, ça aussi, je peux le spécifier au niveau du test. Et au niveau, par exemple, de la date de recrutement, je n'ai pas de valeur manquante, donc je peux aussi mettre ça comme test au niveau de staging YAML. Donc voilà, je reviens dans VS Code et tac, je mets le code et on va commenter ensemble. Donc vous voyez, j'ai défini dans le staging YAML, j'ai défini mon modèle qui s'appelle Stage Employees, qui sera une vue SQL. Description, j'ai dit nettoyer et standardisation des employés. Voilà. Colonne, name employee ID, test. Donc, DBT a des tests intrinsèques. Donc, quand vous écrivez dans le YAML comme ça, en back-end, c'est un code qui exécute ce genre de test sur les données. Donc, ici, je suis en train de dire, attention, employé ID ne doit pas prendre de valeur manquante et aussi, les valeurs doivent être distinctes. Ça veut dire que, puisqu'en entreprise, les données sont, comment dire, les données sont dynamiques, ça veut dire que les données qui vont venir là, après que j'ai réalisé moi mon travail, les données ultérieures doivent respecter ces contraintes-là. D'accord? Sinon, il ne va pas les charger. Si un test échoue, il ne va pas les charger. Et ça, après, vous avez des méthodes. Si vous faites une orchestration, je pense qu'on fera un autre projet où on va ajouter de l'orchestration à un projet DBT. Ça sera très intéressant. Et d'ailleurs, voilà une manière de tester. Name aussi, j'ai dit, le seul test que je fais ici, c'est non nul. Il ne faut pas que les valeurs soient manquantes. Et pareil pour la date de recrutement. Donc, voici des tests que je peux déjà définir directement dans le staging YAML. Il y a des tests que je peux écrire de manière personnalisée avec du SQL. Et ça, dans mon cours sur DBT, un cours qui fait plus de 2 heures sur cette chaîne YouTube, j'ai tout expliqué. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez écrire des tests personnalisés, donc customisés avec du SQL. On ne le fera pas ici, mais pour ceux qui sont intéressés, je mets le lien en description, en commentaire épinglé. Ils pourront aller regarder la vidéo. Donc, voilà le principe des tests directement dans le YAML, dans les fichiers YAML ici. Donc, vous avez la documentation, vous avez la description de votre modèle
vous avez son nom et vous avez les différents tests que vous spécifiez au niveau de certaines colonnes. Maintenant, pour exécuter ça, je fais tout simplement dbt run. Donc, je vais effacer la console. Je fais dbt run. Voilà, il me dit c'est complété avec succès. Donc, vous voyez, 1 of 1. Donc, OK, create SQL view model analytics staging employees. Donc, je vais vérifier quand même dans ma base et vous allez voir la magie opérer. Je fais un refresh. Vous voyez, automatiquement, le schéma analytique a été créé. Ça, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est DBT qui l'a créé automatiquement. Puisque c'est ce schéma analytique que j'ai renseigné lorsque je faisais l'initialisation de mon projet DBT. J'ai dit tout ce que je vais faire dans DBT, tous les objets qui vont être créés doivent aller dans ce schéma analytique. Donc, dans ce schéma analytique, qu'est-ce que j'ai? Au niveau des tables, je n'ai rien encore. Mais au niveau des vues, regardez, j'ai la vue Stage Employees qui a été créée. Et je peux la requêter comme table. Je peux dire, par exemple, select from analytic point, le nom de la vue, donc Stage Employees. On requête une vue comme une table. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Une vue, c'est comme une requête sauvegardée. D'accord? Ce n'est pas une table, elle ne consomme pas de la mémoire, c'est une requête. Alors qu'une table physique consomme de l'espace dans la base parce que les données sont physiquement présentes. Une vue, elle, c'est une requête sauvegardée. C'est tout comme si j'ai sauvegardé cette requête-là, tout simplement. Donc, j'exécute ceci. Et voilà. Donc, successful run, vous avez vu, le résultat est là. Donc là, je viens de créer mon premier modèle DBT Stage Employees. Mon modèle est créé, mais il faut que je le teste. Donc, pour tester, je vais tout simplement exécuter la commande dbt test et il va exécuter les tests. Donc, quand j'ai exécuté dbt test, tous les tests ont réussi avec succès. Ça veut dire que les 5 tests, donc regardez là où c'est vert, il y a 5 tests. Si je vais dans le staging, j'ai effectivement 5 tests. Regardez au niveau de l'employé ID, j'ai spécifié 2 tests. Donc, un test pour dire que les valeurs ne doivent pas être manquantes au niveau de l'employé ID et les valeurs doivent être distinctes. Donc, ça fait 2 tests. Un test ici au niveau de first name, ça fait 3 tests. Un test au niveau de last name, ça fait 4 tests. Et un test au niveau de hire date, ça fait 5 tests. Tous les tests ont réussi. S'il y a un test qui a échoué, il va me le dire. D'accord? Et comme ça, je pourrais aller voir le problème. Donc, DBT ici, c'est très utile parce que non seulement ça vous aide côté transformation, modélisation des données, nettoyage, tout ce que vous voulez, mais aussi il peut avoir des règles métiers. Il peut avoir des règles métiers. Donc, pour les règles métiers, vous pouvez écrire des tests SQL customisés. On ne le fera pas dans ce projet, mais si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller regarder mon cours, aller suivre mon cours sur DBT dans cette chaîne YouTube. Je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Sauf que cette vidéo est pour les personnes abonnées, en fait pas abonnées, les membres premium de la chaîne. Donc il suffit de cliquer sur la vidéo et vous suivez le processus. Vous aurez un bouton Join pour joindre les membres. Donc voilà, mon test est passé avec succès et j'ai mon premier modèle Stage Employees qui a été créé et qui est matérialisé comme vue parce que je l'ai spécifié dans le DBT Project YAML. Tous les modèles qui seront créés dans le staging seront matérialisés en tant que vue SQL. Ça me permet d'économiser de l'espace dans ma base. C'est une bonne pratique en DBT de faire en sorte que les modèles de la couche staging soient plutôt en mode, en mode view plutôt que table. Maintenant, on va aller très vite. Donc, vous connaissez le principe. Le principe est le suivant. Pour chaque modèle, vous venez au niveau de votre data warehouse, de votre database, vous écrivez les SQL, vous testez, vous regardez ce qui fonctionne, est-ce que ça fonctionne. Dès que vous avez un code propre, vous venez au niveau de DBT et vous créez le fichier. Par exemple, si je veux faire de même pour les fichiers, les autres fichiers de staging, donc
à savoir stage, je vais faire pour stage product par exemple. Donc, on va faire ensemble stage product. Donc, d'ailleurs, on va tout faire ensemble d'un seul coup. Donc, je suis là, staging. Ne vous en faites pas pour le dossier Mart, je vais y revenir. Là, je fais new file. Donc, stage product.sql. Voilà. Donc, stage product.sql. Pareil, je, je vais essayer la transformation que je veux réaliser. Donc, je l'essaye d'abord dans ma base. D'accord? Donc, ici, c'est from row product. Et je vérifie que tout est OK. Donc, je suis en mode développement. Donc, j'écris les codes, j'essaie des choses. Voilà. Dès que ça fonctionne, je reprends le même code. Je reprends le même code. Je reviens dans DBT. Voilà. Tac. Mais je ne vais pas l'écrire comme ça. Donc, ici, c'est raw product. Je sais comment l'écrire. Donc, on l'avait fait pour ceci. Donc, je peux tout simplement copier. Je viens là et je colle. Et je change la table. Le nom de la table ici, c'est la table product que je suis en train d'utiliser. Product. Je fais CTRL S. Et dès que j'ai ça, j'ai déjà spécifié dans DBT Project que tout ce qui est dans la couche staging sera matérialisé comme vue. Donc, voilà. Pareil, je fais DBT Run. Et après, je fais DBT Test. Voilà. On ne va pas le faire. Donc, on fait pareil pour tous les autres, pour toutes les autres couches. Donc, il y a, je vais aller très vite, il y a stage, donc new file, il y a stage promotion. Donc, vous avez déjà les codes au niveau du fichier, du répertoire du projet plutôt. Voilà, donc pour promotion aussi, vous voyez, c'est des transformations légères, vraiment rien de lourd. Après promotion, j'ai quoi? Je vais avoir stage sales. New file stage sales. Attention, j'ai mal écrit. Rename. Rename. J'ai pas mis l'extension SQL. Donc sales. Je mets le code également. Voilà. Et pareil, je fais maintenant le staging sales line. En vrai, finalement, c'est du SQL. C'est vraiment du SQL. Il faut connaître le SQL parce que si vous ne connaissez pas le SQL, vous n'allez pas pouvoir écrire le code de vos modèles de données pour faire vos transformations de données. DBT, c'est un outil SQL First. C'est pour ça que je vous invite vraiment à pratiquer le SQL. Et pour ceux qui ont envie de pratiquer comme un jeu, de pratiquer en jouant finalement et de tester leur niveau, j'ai créé une application web qui vous permet de vous exercer en SQL et l'application est sur 4 niveaux, débutant, avancé, intermédiaire, avancé et expert. Donc, je mets le lien de SQL Arena en description et en commentaire épinglé. Cette application vous permettra vraiment de réaliser des challenges. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au niveau de l'application, ce sont des challenges qui vont vous obliger à écrire du SQL. Vous allez écrire du SQL. Le niveau débutant, c'est 15 challenges. Le niveau intermédiaire, c'est 85 challenges. Le niveau avancé, c'est 50 challenges. Le niveau expert, c'est 50 challenges. Et je prévois de rajouter périodiquement de nouveaux challenges. Donc, ça veut dire que avant même que vous ne finissiez les challenges actuels, franchement, euh, si vous finissez ces challenges même, vous êtes sûr que vous avez le niveau en SQL. Voilà. Donc ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc là, c'est la couche staging pour la table sales line. Donc c'est les transactions. Et pour finir, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Sales line. Après, j'ai sales aussi. Voilà. Et enfin, j'ai le staging
pour les shifts. .sql. Voilà. Ici, voilà, c'est une petite CTE, mais rien de compliqué. Rien de compliqué vraiment. Ça aussi, c'est du SQL un peu avancé. Même, je dirais même niveau intermédiaire, intermédiaire avancé. En fait, ici, j'enrichis un peu la table Shift pour rajouter d'autres paramètres, mais il n'y a pas de jointure, c'est juste pour séquencer vraiment les étapes. Donc, voilà. Donc, vous voyez que je pars de la table brute Shift. OK. Donc, maintenant, ça, c'était ma couche staging, le mystère de zone de transition. Maintenant, j'ai créé un dossier Mart. J'entame maintenant la couche Mart. Dans la couche Mart, vous allez écrire les modèles qui vont rentrer en ligne de compte dans votre projet business intelligence. Par exemple, dans Tableau. Dans Tableau, on sait que souvent le modèle, en tout cas le modèle le plus conseillé, c'est le modèle en étoile, le Star Schema. Donc, le Star Schema, vous avez besoin de table de dimension et vous avez besoin d'une table de fait. Donc, pour nous donner ici, pardon, j'ai identifié 1, 2, 3, 4 tables de dimension et une table de fait. Donc, il y a la dimension employees. Donc, voilà. Il y a la dimension product. Il y a la dimension promotion. Et il y a la dimension shift. D'accord? Et vous constatez que ici, l'écriture est différente. Je fais une référence à un modèle qui a été créé, pas des données brutes. Donc, ici, j'écris, ce n'est plus source, c'est par rapport aux données brutes. Et ref, c'est une référence d'un objet DBT. Donc, l'objet DBT ici, c'est Stage Employees que j'ai déjà créé. Et ici, je sélectionne tout juste les colonnes. Donc, vous voyez ici, ça paraît simple. Je fais juste une sélection. Mais pour des données réelles, vous serez peut-être à faire des agrégations. Et d'ailleurs, on va le faire aussi, nous aussi. Hein, vous serez amené à faire des agrégations. Ici, c'est fait que nos données brutes déjà étaient un peu déjà sous format Star Schema. D'accord? Quand vous regardez les fichiers CSV, ils étaient déjà pratiquement sous format Star Schema avec les tables de dimension et des tables de fait. Donc, c'est pour ça, il s'est fait que on n'a pas eu grand chose à faire au niveau de la couche math. Sinon, la couche math accueille souvent des transformations SQL très poussées qui comprennent très souvent des agrégations qui vont rentrer en ligne de compte dans les tableaux de bord. Donc, avec ce modèle en étoile, vous pouvez déjà travailler dans Power BI. J'ai réalisé une vidéo qui vous montre déjà comment construire à partir d'une source unique de données, comment construire un modèle Star Schema dans Power BI et construire un dashboard par la suite. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous êtes intéressé. Il suffit maintenant de brancher Power BI à PostgreSQL, tout simplement. Mais vu que nous n'allons pas utiliser Power BI qui possède quand même des fonctionnalités avancées de data modeling, nous allons utiliser Streamlit. Et si nous utilisons Streamlit et que nous n'avons pas les fonctionnalités avancées de data modeling qui sont dans Power BI, nous ne les avons pas dans Streamlit. Donc, on sera obligé maintenant d'écrire vraiment des requêtes agrégées pour Streamlit. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai créé dans Math, j'ai créé un dossier que j'ai appelé Dashboard. Et dans Dashboard, il y a Dashboard YAML. En fait, c'est le même principe que le staging YAML. Je définis, je mets les modèles, je définis des tests. D'accord? Donc, il y a 3 modèles ici que j'ai définis. Il y a un modèle détail, performance, transaction. Et j'oubliais, je n'ai pas mentionné le Math YAML. Donc, le Math YAML, c'est un peu la même utilité que le staging YAML. Ici, ça a but de description déjà, de documentation et aussi de tests. Il faut toujours tester vos modèles et utiliser autant que se peut les tests intrinsèques de DBT. Donc, que sont les tests que vous pouvez écrire directement dans les fichiers YAML. Donc, je vous invite à aller faire la documentation pour voir tout ce que vous pouvez écrire comme test déjà dans les fichiers YAML. Il n'y a pas que non nul et unique. Il y a plusieurs autres. Et je rappelle que vous pouvez aussi écrire des tests customisés, donc des tests customisés en SQL. Ça va dépendre vraiment du business, en fait, de la problématique que vous êtes en train de traiter. Et ça, dans ma vidéo de cours sur DBT, j'en ai parlé longuement des tests customisés. Donc là,
tous mes modèles sont prêts. Vous avez compris le principe de prime abord. Je teste mes codes d'abord dans PGAdmin 4 au niveau de ma base. Je teste et à chaque fois, je viens écrire ça en format DBT ici, tout simplement. Et je fais la documentation, je mets les tests. Voilà. Staging, vous avez besoin d'un fichier YAML qu'on appelle staging YAML dans Math. C'est la couche Math qui est exposée aux outils BI. Vous avez besoin d'un fichier YAML aussi qui est Math YAML. Exceptionnellement, on pourrait s'arrêter à DIM, aux tables de DIM et la table de fait. Si on voulait utiliser Power BI, et ça fonctionnerait très bien. Mais vu qu'on veut utiliser Streamlit et je n'ai pas envie de faire beaucoup de transformations côté application, donc côté Streamlit, je fais plutôt toute cette transformation côté DBT. Et c'est la bonne pratique. Il faut toujours implémenter les logiques métiers côté DBT. DBT est fait pour ça. Il est fait pour faire les transformations de données. Donc, il faut tout faire côté DBT pour exposer uniquement côté applicatif. Donc, plus de transformations lourdes dans vos Power BI, dans vos applications analytiques, etc. Plus de transformations lourdes. Vous devez juste requêter. Voilà. Donc, c'est bon pour les modèles. Attention, je retourne dans DBT Project pour spécifier que maintenant, j'ai ma couche maths. Ma couche maths, en fait, là, puisque c'est les données définitives, ce sont ces données qui seront exposées au modèle, comment dire, aux outils de business intelligence. Je peux matérialiser ça en tant que table. Je peux le faire. D'accord? Je peux les matérialiser en tant que table. Donc, j'aurai une table de DIM, tout ça que je vais importer dans Power BI, etc., etc., et faire le travail là-bas. Exceptionnellement, moi, j'ai une couche dashboard toujours dans Math. Donc, dashboard. D'accord? Ça, je vais le matérialiser en tant que vue. Je ne veux pas prendre de l'espace dans la base de données. Je vais le matérialiser en tant que vue, tout simplement. Voilà. Donc, je le matérialise en tant que vue SQL. Et c'est bon, je vérifie. Staging, c'est du view. Donc, Math, c'est du table. Et dashboard, c'est du view aussi. Et voilà, je peux exécuter maintenant. Je fais dbt run. Tout est exécuté avec succès. Vous voyez, complete successfully. Donc, il a créé tous les modèles. Je vais vérifier quand même dans PGAdmin 4. Donc, je viens au niveau de ma base, je fais un refresh. Et qu'est-ce qui a été créé? Donc, vous voyez les 5 tables. Donc, au niveau de la couche maths, j'ai matérialisé 5 tables vraiment comme étant des tables. 5 modèles DBT comme étant des tables. Il y a DIM Employees, DIM Product, DIM Promotion, DIM Shift, F et Fact Sales. Ces tables, je peux les connecter à un Power BI et réaliser mon dashboard. Très bien. Modèle en étoile. Parfait. Et j'ai des vues maintenant. J'ai des vues. Donc, j'ai les vues de la couche staging et j'ai les vues que moi, je vais utiliser dans mon application Streamlit. Je les mets sous forme de vues parce que ça sert à rien de gaspiller de l'espace en base de données. Mon résultat définitif, c'est vraiment ça, mon modèle en étoile. Donc ça, je l'ai mis sous format table, pas de souci. Je pouvais même le mettre sous format vue, mais voilà, comme c'est définitif, je le mets sous format table. Et les autres, vraiment, je le mets sous forme de vue SQL. Et ça, c'est tout pour la partie modélisation dans DBT. Vous avez compris le principe. À chaque fois, écrivez le code dans la base, travaillez le code, développez le code. Lorsque c'est bon, vous revenez l'écrire dans DBT, d'accord? Qu'est-ce qui va changer? C'est tout simplement bien spécifier la source. Par exemple, pour les modèles staging, il faut bien spécifier la source. Donc, il faut en format, en écriture DBT, comme ceci. Et pour les modèles maths, donc c'est comme ça se fait. On fait une référence à un objet DBT. Ici, je fais référence à l'objet Stage Employees que j'ai créé précédemment. Et voilà. Et maintenant, attention, la documentation est très importante. La documentation, à chaque fois, pour une couche, vous avez besoin d'un fichier YAML qui définit les choses, les tests que vous voulez, qui met les descriptions, etc., etc. C'est très important. Donc voilà, chers amis, DBT, c'est pas si compliqué que ça.
Après, il y a du DBT vraiment avancé, très, très avancé, qu'on aura l'occasion de voir par la suite dans d'autres vidéos. Mais si vous avez compris déjà le principe ici, franchement, vous pouvez déjà à votre niveau commencer par réaliser des projets avec DBT, donc des pipelines de A à Z, en partant de l'ingestion jusqu'à l'exposition dans un dashboard en passant par la transformation avec DBT. Donc voilà, chers amis, je vais exécuter maintenant DBT test pour vérifier que là aussi tout fonctionne bien. Voilà, tous mes tests ont été exécutés avec succès. Donc, je n'ai pas de problème au niveau de mes modèles de données. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de la partie modélisation. Nous allons maintenant attaquer la partie construction du dashboard. Donc, exposition des KPI, des graphiques sous Streamlit. Sachant que je vous invite à reprendre ce projet et utiliser plutôt Power BI, qui est quand même l'outil dont vous avez plus de chances de rencontrer en entreprise. Nous entamons la dernière partie de ce projet qui va consister à construire un dashboard avec Streamlit. Ce dashboard remplace Tableau ou Power BI dans une logique 100% locale. Je vous invite quand même à reprendre le projet et à réaliser plutôt un Power BI, un dashboard Power BI ou sous Tableau, parce que ce sont des outils que vous avez quand même beaucoup de chances de rencontrer en entreprise plutôt que Streamlit. Streamlit, c'est vraiment pour des petits prototypes. Donc, qu'est-ce que nous allons construire exactement? Nous allons exposer des KPI, par exemple les ventes totales, donc le volume de ventes, le chiffre d'affaires, le nombre de transactions, ce genre de KPI que vous pouvez aussi avoir dans une entreprise de ce type, une boutique par exemple. Les visuels, il y aura l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, le top produit, donc les produits qui se vendent bien, la performance des employés, l'impact des promotions et un dashboard doit être interactif. C'est pour ça que nous ajouterons des filtres sur la période des données, le produit, l'employé. Donc, l'utilisateur pourra sélectionner ces filtres et voir le tableau qui se met à jour automatiquement. Donc, voici ce que nous allons construire. Et donc, tout ce travail de modélisation des données, de transformation que nous avons opéré avec DBT sera utilisé maintenant dans un outil de business intelligence comme Power BI, comme Power BI, Tableau, mais ici, nous utilisons Streamlit. Donc, sans plus tarder, je reviens à mon environnement de travail, VS Code. Je vais tout simplement créer un dossier dashboard. C'est très bien quand vous travaillez de séparer les choses. D'accord? Donc, vous voyez, là, j'ai mon projet DBT. Donc, tout ce qui est ici concerne la transformation des données. Là, j'ai mes scripts. Si j'ai des scripts Python d'ingestion, par exemple, je les ai mis là. J'ai mes données brutes en fichier CSV. Et ici, maintenant, j'entame la partie dashboard. D'accord? Où je vais créer un fichier Python que je vais nommer app.py qui va accueillir le code de mon dashboard, tout simplement. Donc, je ne vais pas traîner là-dessus. L'objectif, c'est pas de coder, d'accord? L'objectif, c'est de comprendre la méthodologie, le process et après de pouvoir reprendre soi-même. Donc, je mets le code Streamlit. C'est un code relativement simple, comme vous allez le voir, franchement. Il va requêter mes données, d'accord? Vous voyez, par exemple, là, il requête la vue Math Sales Transaction que j'ai créée. Et ici, pareil, il requête une autre vue, Analytique Math Sales Détail. Et ici, il requête la vue Sales Performance. Donc, ça dépend de tout ce que je vais exposer dans mon dashboard. Je vais tout simplement requêter les produits issus de la transformation DBT. Je fais CTRL S. Je vais fermer ce terminal. J'ouvre un autre terminal. Et je fais tout simplement Streamlit run dashboard / app.py. Et voilà, mon dashboard va se charger. Donc, pipeline open source PostgreSQL plus DBT Core plus Streamlit. Donc, voici mon pipeline. Donc, sur cette période, par exemple, j'ai un volume total de vente de 41 745. Ça veut dire que c'est 41 745 unités vendues pour un chiffre d'affaires de 116 773 euros. Le nombre de transactions, 15 000.
499. Le bénéfice brut, 78 456 euros. La valeur moyenne d'une transaction, c'est 7 euros. Donc ça, c'est déjà des indicateurs clés de performance qui seront utiles pour les métiers. Et ici, j'ai les ventes dans le temps, j'ai les top produits. Par exemple, je sais que l'entreprise vend 3 produits principaux. Il y a le classique Stroop Waffle, donc la gaufre classique, la gaufre vanille et Honey Stroop Waffle. Donc, c'est la classique qui est la plus vendue. OK? Voilà. Ça, c'est en matière de chiffre d'affaires, bien sûr. Maintenant, j'ai la performance des employés. Donc, j'ai le graphique aussi de la performance des employés et j'ai l'impact des promotions. Après, j'ai mis un tableau pour les données détaillées. Je peux filtrer. Je peux choisir, par exemple, de traiter uniquement, par exemple, les 2 produits. Je peux choisir de travailler par exemple, j'étudie seulement les performances des employés Johanna, Fatima, Loïs. Donc, les dashboards, ils se mettent à jour automatiquement en fonction de mes choix. Donc, les données sont filtrées. Ceci marque la fin de ce projet. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un like, partagez la vidéo et commentez. Boostez aussi la vidéo, ça me fera plaisir et ça fera que YouTube va beaucoup plus montrer cette vidéo, ce qui va toucher plus de monde. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, mais moi, ça m'encourage à continuer cette œuvre de démocratisation de la data. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.